Je vais vous présenter déjà nos deux invités. Koubra Agar, qui est une jeune franco-ontarienne et organisatrice communautaire. Salut Koubra, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Ça va, Et Nelly? on a également Saïda Ouchaou Ozarowski, qui est la réalisatrice de l'excellent documentaire dont on vient tout juste de visionner un extrait. Comment ça va, Saïda? Très bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a cette causerie en fait vient vraiment du documentaire. Donc qui est basé, c'est pas grave si vous n'avez pas vu le documentaire parce que au fil et à mesure de nos discussions, vous allez avoir quelques éléments qui, je l'espère, vont vous encourager à visionner le documentaire que j'ai vu avec en fait, avec beaucoup de plaisir de voir ces représentations, des représentations dans lesquelles je me voyais pas forcément en grandissant et j'ai l'impression que ça fait ça aussi. C'est aussi un documentaire où on voit le rejet des stéréotypes, une affirmation de soi dans une vision d'égalité. Puis aujourd'hui, on est là pour parler justement d'égalité des femmes dans nos communautés. Je suis également vraiment très heureuse qu'on va pouvoir aussi aller au fondement de cette discussion. Donc, il y avait vraiment une volonté d'ouvrir la voie des possibles. Donc, en mettant de l'avant justement des voies qui existent malgré certaines invisibilisations. Donc, on part vraiment du principe que on n'est pas toutes visibles de la même manière dans la société. Il y a énormément de stéréotypes, parfois contre lesquels on doit se battre, et dans nos communautés d'origine, mais aussi dans les communautés, soit dans lesquelles on grandit, soit qu'on est né là, ou soit dans lesquelles on est accueilli. Donc, c'est vraiment au croisé de toutes ces questions qu'on va discuter aujourd'hui. Et alors, pour commencer, la discussion, j'aimerais vous demander, Koubra et Saïda, de nous parler un peu plus de votre parcours. Donc, je vais commencer par toi, Koubra. Donc, tu es née en Ontario, puis dans l'extrait où Kenza parle justement là de cette volonté à dire qu'elle était de culture musulmane, puis que ça revenait un peu à un acte politique que de le faire, donc de pouvoir dire, ben voici mon identité. Est-ce que toi, tu as eu un parcours similaire? Et, ou sinon, est-ce que tu as été confronté au besoin de mettre une partie de ton identité plus en avant qu'une autre? Merci, Nelly. Donc, je pense que la réponse à cette question est un peu de deux parties. D'un part, je pense, d'une part, lorsque comme tu as dit, je suis née en Ontario, à Hamilton. Et puis, lorsque j'étais plus jeune, j'étais à l'école Pavillon de la jeunesse à Hamilton aussi. Et pour moi, je pense que j'étais très chanceuse parce que j'étais dans une école qui était très diverse ou multiculturelle. Il y avait plusieurs jeunes musulmans ou musulmanes. Il y avait plusieurs jeunes noirs, par exemple. Donc, c'était vraiment une école qui était qui me ressemblait beaucoup. Donc, lorsque j'étais plus jeune, ma mère, elle aussi, elle est une femme voilée. Donc, je pense, avec le voile, ma mère portait le voile. Et quand tu es jeune, je pense que c'est le cas pour tout le monde. On veut tellement être comme nos mères. Pour les jeunes filles, je voulais vraiment être comme ma mère. Donc, de temps en temps, je portais un voile à l'école lorsque j'étais en élémentaire. Mais ce n'était pas seulement moi qui faisais ça. Il y avait d'autres jeunes musulmanes qui le faisaient aussi. Donc, je pense, en grandissant, j'étais vraiment fermée au monde et je ne savais pas qu'il existait vraiment une culture anti-musulmane ou vraiment de l'islamophobie. Je n'étais vraiment pas exposée à cela avant arriver à l'âge où je comprenais ça un peu plus. Donc, je portais le voile de temps en temps lorsque j'étais plus jeune. Et naturellement, je pense, je ne me rappelle pas exactement même de la date spécifique parce que je sais qu'il y a plusieurs jeunes musulmanes qui ont genre un anniversaire ou genre la date spécifique qu'elles ont commencé de porter le voile, mais pour moi, ce n'était pas le cas. C'était juste quelque part en 5e année, peut-être en 6e année. Et puis après ça, je le portais tout le temps et puis j'ai commencé à le porter à temps plein en allant à l'école secondaire, par exemple. Et c'était la même chose plus ou moins à Hamilton, mais c'est là où je commençais à vraiment voir la réalité du monde. Et quand tu es plus âgé, les gens ont plus tendance à dire ce qu'ils pensent. À ta face ou genre à côté de toi, au lieu de penser les choses, par exemple. Parce que je pense pas qu'il y a personne qui aimerait être méchant à une jeune fille de 9 ans ou 8 ans. Mais c'est ça. Donc, lorsque j'étais
au secondaire, j'avais des instances où il y avait des personnes qui faisaient des remarques par rapport à mon hijab ou par rapport à ma religion. Et j'étais exposée aux médias sociaux comme Twitter et Facebook ou Instagram, etc. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé qu'il y avait quelque chose de mal. C'était vraiment le fait que je suis une musulmane visible avec le voile veut dire que euh, j'ai pas vraiment dû dire genre je suis une femme musulmane ou mettre de l'avant mon identité parce que c'est déjà très visible. Mais je pense en grandissant, j'ai confronté plusieurs expériences qui ont mis vraiment de l'avant mon identité. Alors, je pense que ça répond à la question plus ou moins, mais ouais, c'est ça. Absolument, c'est pas plus ou moins, tu réponds à la question. J'espère. Et merci beaucoup pour ce partage. Puis on va justement revenir à cette notion de, après ça, le regard des autres, le regard de la communauté, puis la manière dont on peut justement agir quand on est confronté à des situations d'islamophobie ou quand on le voit, quand on en est témoin. Mais pour revenir justement au parcours, Saïda, toi, dans le documentaire, le documentaire est très explicite sur ce rejet des stéréotypes et sur le fait de démontrer qu'il n'y a pas une femme musulmane, il y a des femmes. Puis on revient souvent dans cette idée-là de dire, en fait, de casser, puis de dire que de la même manière, il n'y a pas juste, c'est pas juste l'égalité de la femme, il y a aussi l'égalité des femmes, puis entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes et aussi quand on pense aux personnes non binaires. Donc, ça fait partie là de déconstruire. Moi, j'ai regardé ce documentaire avec ma famille, justement, puis on a réalisé, donc ma famille qui est algérienne, puis on a réalisé que chacune d'entre nous, on prenait des petits morceaux des histoires de ces 6 femmes qui vivent leur culture musulmane de différentes manières, avec différents questionnements, différentes appropriations, mais la même volonté d'équité, de liberté. Pour toi, c'est quoi l'élément déclencheur qui pousse à faire un film comme ça, un documentaire de cette nature-là? D'abord, je voulais dire que moi, j'ai pas. Bon, je fais du documentaire, je cherchais pas forcément à mettre ma religion en avant. D'en parler, c'est quelque chose de personnel. Je veux dire, pour beaucoup de gens, il y a plein de choses du côté spirituel qui restent dans le personnel, sauf que ça fait quand même très longtemps que je vois la dérive de couverture médiatique. Puis médiatique, on va prendre le sens large, il y a évidemment les médias d'information, mais il y a aussi d'autres types on se retrouve avec des images qui sont véhiculées partout maintenant, les réseaux sociaux surtout. Mais disons qu'après le 11 septembre, chaque année, après le 11 septembre 2001, chaque année, il y avait un coup qui revenait dans la tête de toute personne qui avait un lien avec l'islam, déjà. C'est-à-dire qu'on n'en sortait pas. Il y avait pas, on n'arrivait pas à faire comprendre, je pense, dans nos communautés, et là je parle de nos communautés occidentales, tout simplement, que il faut quand même faire la part des choses, que les populations dont on parle ou les dérives, par exemple, si on parle de Daesh en Syrie, là, on est quand même au Taliban, c'est pas quand même la même chose qu'on vit au quotidien pour les gens qui sont nés aussi dans des pays occidentaux. Mais ce qui m'a beaucoup embêté, c'est qu'en plus, on est revenu encore à stigmatiser la femme, encore une fois, et je dis les femmes en général, genre les femmes ont quand même le dos large, avec le voile. L'histoire du voile qui fait qu'on n'en sort pas. Donc, je voulais vraiment mettre de l'avant en fait que moi, je n'étais pas une exception. Et il y en avait d'autres comme moi, que ce soit de spiritualité, de culture ou de pratiques très fortes. Dans l'islam, il y a plein de femmes au Canada, parce que c'est là qu'on habite, hein, c'est notre territoire, qui sont de foi musulmane ou rattachées à l'islam et qui ne se retrouvent pas non plus dans cette stéréotype qui a quand même, il faut dire, qui est difficile pour beaucoup, quoi. Et autant difficile pour les femmes qui sont voilées, j'en suis persuadée, parce qu'au bout d'un moment, elles n'ont plus de voix, déjà. Mais ce n'était pas à moi de faire un film qui parlait au nom d'une femme voilée, parce que j'en suis pas une, déjà. Donc, je pense qu'il y a des femmes qui peuvent le faire et qu'il y en a qui l'ont déjà fait et que c'est un terrain encore très, très important à explorer. Mais pour moi, ce film, il se veut aussi plus universel. C'est-à-dire que je parle d'une situation, évidemment, de ces situations-là, mais quand vous regardez ce film, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'être musulman, hein, vous n'avez pas besoin il y a plein de choses qui se rattachent à cette idée que on est trop facilement collé dans des stéréotypes parce que finalement, c'est nous contre vous, c'est la dissociation plutôt que l'association quand on n'arrive pas à trouver du collectif là-dedans.
Merci beaucoup, Saïda. Puis effectivement, quand tu parles de cette notion collective, moi, je trouve que ça nous ramène beaucoup à l'état de l'égalité. Puis c'est ça que je trouvais aussi qui était un peu la ligne dans le documentaire, c'est cette recherche d'équité, cette recherche de liberté. Puis effectivement, ça nous rejoint tous et toutes dans le sens où aujourd'hui, on a cette causerie dans le cadre d'un événement plus large. Puis on sent bien que je suis certaine que toutes les personnes autour de la table, personne n'est contre cette volonté de transformer la société pour s'assurer que tout le monde jouit des mêmes droits au final. Et c'est un peu ça qui revient toujours dans cette idée de comment faire en sorte de garder en tête cette quête de liberté et donc d'aller un peu à l'encontre des stéréotypes qu'on a et des idées préconçues qu'on voit dans les médias et dont, comme Koubra, tu le disais, que parfois même nos collègues peuvent avoir les mêmes idées préconçues et nous ramener justement à cet état d'altérité. Donc, on est l'autre versus la norme, si on veut. Puis justement, moi, ça m'amène à vous poser la question, en date d'aujourd'hui, quels sont les défis des femmes de culture musulmane? Donc, on en a touché quelques-uns, là, l'islamophobie, la représentation dans les médias. Mais aujourd'hui, en Ontario, est-ce que vous sentez justement cette volonté d'inclusion ou est-ce que vous avez l'impression que quand on parle justement d'intégration, il y a ce double jeu un peu, donc entre inclusion, mais en même temps, le côté distant. Une des deux. Allez-y comme vous le sentez. Je vais laisser Koubra peut-être ou c'est comme tu veux, Koubra. OK, ça va, je vais commencer. Donc, je pense, c'est difficile de dire exactement quels sont les défis parce que je pense que les défis ressemblent, ont une représentation très différente dépendamment de où tu es et qui tu es. Parce que je pense, souvent, lorsque moi je parle de mon identité musulmane, je ne le fais pas nécessairement comme en excluant le fait que je suis une femme noire aussi, parce que c'est deux identités qui sont très, très interconnectées. Donc, il y a une intersection qui existe dans mon identité qui fait en sorte que mon expérience va être différente de l'expérience d'une femme musulmane voilée, mais pas noire, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment différent et cas à cas, mais en même temps, une chose que j'ai pensé au fait que souvent, on pense que pour pouvoir être une personne musulmane acceptable, il faut rejeter une partie de son identité. Et dans la question, par exemple, de est-ce qu'il y a une volonté d'inclusion plutôt que l'assimilation, je pense à un exemple spécifique que moi j'ai vécu ici à Hamilton avec une amie et je pense qu'elle parlait des musulmanes et des musulmans en général et elle disait ben, toi, t'es cool parce que tu acceptes comme X, Y, Z ou tu es plus, comme tu acceptes plus des choses que d'autres musulmans ou d'autres musulmanes ne sont pas corrects avec. Et puis, moi, ça m'a fait vraiment réfléchir au fait que c'est pas que je suis moins musulmane ou c'est pas que quelqu'un est moins musulmane ou musulman qu'un autre, mais cette idée qu'on doit rejeter une partie de soi-même ou penser d'une manière moins musulmane est très, je pense, islamophobe, mais aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de troubles à accepter parce que je veux être une personne, évidemment, une personne qui accepte les autres, une personne qui est bien dans sa communauté et bien avec d'autres personnes, mais en même temps, ça ne veut pas dire que je vais essayer d'être moins musulmane pour pouvoir assimiler avec les autres. Je peux à la fois être très musulmane ou pratiquante de ma religion ou une personne qui tient à cœur plusieurs valeurs qui sont associées avec la religion, mais en même temps être cette même personne. Donc, il n'y a pas vraiment il n'y a pas le compromis qui existe que les gens pensent qui doit exister. Donc, ce n'est pas quelque chose de nécessaire. On peut être les deux en même temps, mais je pense qu'il y a vraiment l'idée qu'on doit être un ou l'autre, soit un peu musulman, mais acceptant des autres, ou très musulman, en guillemets, et pas du tout acceptant des autres. Donc, je pense que cette idée qui existe est très, très difficile à surmonter pour moi et je pense pour d'autres femmes musulmanes en Ontario. Merci, Koumra. Saïda, est-ce que tu voulais soit en complément, soit répondre à la question? Moi, je veux simplement ajouter que dans le cadre d'un espace inclusif, il faut quand même qu'on se questionne sur ce qu'on veut mettre derrière l'inclusion. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la question des femmes musulmanes, enfin, je veux dire, la question.
appartenance d'une femme à une religion qui s'appelle l'islam. Et on a bien compris que l'islam, c'est une religion qui cristallise et qui a été, finalement, c'est là où je me dis que les extrêmes ont gagné. Juste parce que tous, et on a tous des préjugés inconscients, hein, faut pas, je me mets dans le lot, je veux dire, mais on arrive dans un contexte où finalement, c'est le mot islam fait, il y a quand même des gens pour qui c'est incompatible. Alors, une femme musulmane, c'est le choix d'une soumission ou d'une religion qui ne donnerait pas plus de droits, qui serait... On est en Ontario, il y a des gens qui ont des religions et des croyances qui sont très variées. Je veux dire, je suis persuadée que si on commence à creuser, on va en trouver des religions qui interprètent la place des femmes de manière très, très... Puis ça reste le mot j'ai utilisé le mot interprétation. Donc, il y a quand même une marge là-dedans qui fait que même en tant qu'individu, chaque personne, chaque femme qui décide, il y a des femmes qui se convertissent, il y a des femmes qui sont nées dedans, qui sont musulmanes, qui ne voient pas du tout les choses de la même manière, mais est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on s'intéresse? Enfin, est-ce que c'est ça un peu le film? Je veux dire, c'est un peu de dire, voilà, si jamais vous pensiez que vous n'en aviez jamais rencontré, je vous rassure, elles sont vraiment autour de vous, quoi. Et elles ont leur propre vision. Et c'était pas le but du jeu, c'est pour ça que je dis l'enjeu, c'est aussi de considérer que, je l'ai déjà entendu ça d'ailleurs, mais ça c'est des musulmans et des musulmanes modérés, ça va. Donc on a déjà mis une limite à ce qu'on appelle l'acceptable et non acceptable. Pour moi, c'est des valeurs communes à un moment donné qui doivent nous rassembler. C'est un peu pour ça que le pays est fait d'immigrants. Enfin, il y a beaucoup d'immigrants, on a besoin. Il y a les statistiques de Stade Canada qui viennent de sortir, qui parlaient justement de la proportion du nombre d'immigrants au pays. Elle a augmenté, je crois qu'on est autour de 23% de la population qui est née à l'étranger. Et on est à Toronto, dans la région de Toronto ici, là, enfin pour moi. Donc, je pense que le défi il est un peu là. C'est ce qu'on a vraiment envie de rejeter sous le prétexte. Puis qu'est-ce que ça veut dire en termes de ces populations-là? Où est-ce qu'elles vont se retrouver, ces personnes-là, ces femmes-là? Dans des groupes anglophones? Sur les extrêmes? Ou non identifiés? Enfin, il y a de la place, mais ça va prendre aussi une compréhension qu'on doit passer à travers certains préjugés aussi. Oui, puis dans le documentaire, dans l'extrait qu'on a visionné plus tôt, c'est un peu ça, tu sais, ce sentiment d'être pris entre deux chaises, de justement pas tout le temps cadrer avec l'image, comme dans le cas que tu mentionnais, Koubra, avec ton ami, de cette image que toi, ça fonctionne, t'es moins comme ça ou t'es moins ceci, mais au final, ça revient quand même à avoir des stéréotypes. Parce que dans le fond, comparé à l'idée que je me faisais, t'es différente, là, tout d'un coup, ça rentre pas dans mon cadre. Et ça, je pense qu'effectivement, et comme le disait, comme on l'a vu dans l'extrait, c'est qu'au final, créer cette situation de entre deux chaises fait aussi en sorte qu'on a moins l'impression d'être dans l'inclusion, puis plus on est toujours entre les deux. On est dans un espèce d'aller-retour entre les deux, ce qui nous force parfois à choisir dans l'identité quand on le peut aussi, parce que c'est un privilège aussi de ne pas tout de suite se faire étiqueter. Donc, mais oui, Saïda, tu veux venir réagir? Je veux simplement rappeler qu'en plus, il y a l'identité francophone et anglophone, il y a le bilinguisme dans nos communautés. Je le dis parce que j'ai des enfants, donc ils sont nés ici, ils vivent là-dedans. Que justement, il y a aussi cet élément qui s'ajoute. Et moi, parfois, je me demande à quel point on peut créer des communautés qui nous permettent justement d'aller sur nos forces pour que quand on a parce que la chaise l'image de la chaise, moi je l'ai ressentie très jeune, c'est pour ça que je voulais qu'on ait ça là-dedans, puis je suis très contente que Sonia avait ce point de vue, et je pense que ça s'applique à beaucoup de choses et à beaucoup de gens en fait. Ben justement, Koubra, est-ce que toi, ce sentiment d'entre-deux chaises, tu l'as ressenti parce que tu es né en Ontario? Donc, est-ce que cet entre-deux chaises, l'as-tu ressenti au fur et à mesure de ton parcours, puis même ton parcours maintenant comme professionnel? Que oui, je pense que ça rentre un peu dans ce que je disais par rapport à l'identité modérée ou non modérée, mais en même temps, l'entre-deux chaises, ça existe de plusieurs façons. Je pense une manière que j'ai vécu cette genre d'expérience, c'est par exemple lorsque je visite la famille à l'extérieur du Canada, comme l'été passé où j'ai passé l'été avec ma famille au Tchad. C'est vraiment, tu es là et tu es avec ta famille, les gens te ressemblent et puis on partage, mais en même temps, tu es différente parce que ben, tu es née à l'étranger, on ne te connaît pas trop, tu ne reviens pas comme assez souvent. Et puis, tu as des valeurs ou une culture qui est différente de la nôtre. Donc,
c'est une façon de vivre là-bas, mais en même temps, ici, c'est la même chose. Comme, oui, je suis née à Hamilton, j'ai grandi à Hamilton, je suis allée à l'école à Hamilton, mais en même temps, je ne suis pas comme l'autre. C'est toujours comme l'histoire de ce que vous avez expliqué tantôt, comme c'est nous versus l'autre ou moi versus une autre personne. Et puis, c'est vraiment de vivre entre deux cultures ou deux identités. Pas nécessairement deux, parce que je pense que c'est plus que ça, mais si on dit comme plus ou moins deux cultures différentes et de ne pas savoir où on appartient. Et ouais, je pense que c'est vraiment comme l'expérience que je vis très souvent. Mais oui, et c'est vrai, on parle de entre deux chaises, mais au final, c'est un peu comme si on avait une multitude de chaises, puis qu'on était un peu entre tout ça. Parce qu'effectivement, Saïda, quand tu mentionnes l'aspect francophone en situation minoritaire, je pense que cette question-ci aussi occupe beaucoup de conversations. Parce que c'est sûr qu'il y a quand on se pose la question de l'inclusion, ça va au-delà de se poser la question individuellement, on peut faire quoi, mais après, il y a aussi en tant qu'organisation, on peut faire quoi, après, il y a politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis justement, je lancerai le deuxième extrait, parce qu'on va aller justement pour parler un peu des solidarités. Donc, Juliane, si tu m'écoutes, on visionnerait l'extrait numéro 2, donc quand on descend après l'extrait numéro 1. Donc, celui-ci. Non, donc ça serait, tu vois, je pense qu'on n'est pas sur la même. Alors attends, je vais t'envoyer un lien. Parce que je fais activité numéro 1 au début. C'est ça. Je fais 1, 3 et 2. Ok, donc attends, je vais t'envoyer ce lien-là. Ça fait partie de l'adaptation. Donc c'est moins activité, ça va être, c'est ça. Donc on peut descendre. Super. Puis là, on va l'extrait 2, celui-ci. Okay. Super. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, Juliane. L'exposition à des personnes musulmanes, elle n'est pas censée se passer du type salut, je me présente, je m'appelle Lubna et je suis musulmane. Quand on a un lien, une petite relation, bébé relation, on peut se poser des questions, puis qu'ils ont plus osé, et on a besoin pour clarifier des trucs. Il n'y a aucun problème, on n'est pas né avec toute la compréhension du monde, non. Mais il faut être exposé à l'autre pour pouvoir demander des questions poliment. Et pour pouvoir demander des questions poliment, il faut avoir une relation. Pour moi, c'est ça la meilleure façon de connaître une autre culture, une autre religion, une autre langue. C'est une exposition à l'autre. Voir l'autre et dire « Oh, tu es moi ». On va se parler, on va se partager des choses, on va voir des amis, on va essayer de se connaître comme des êtres humains. Merci. On voit dans cet extrait une certaine simplicité. Donc, on va à la rencontre, on pose des questions, on s'intéresse. Et moi, j'aimerais vous demander aujourd'hui, puis on est quand même beaucoup là dans la rencontre à écouter notre conversation, qu'on a voulu faire, hein, vous le sentez, les gens qui nous écoutent, un peu comme un petit café. Tu sais, on est dans une autre ambiance, là, on n'est pas dans une formation typique, on veut vraiment échanger des idées. Moi, j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous vous souvenez d'un geste ou d'une action quelconque où vous vous êtes dit, où vous avez été témoin, pas nécessairement que vous l'ayez vécu, mais qui a favorisé l'inclusion, où vous vous êtes dit, ça, c'est un bon départ, ou merci d'avoir nommé ça et que ça vous a aidé, en fait, soit dans votre prise de parole, soit dans votre présence dans l'événement ou dans ce que vous faisiez. Je peux commencer. Moi, je dirais qu'il y a pas mal d'années de ça, j'étais impliquée, moi, avec le groupe de femmes en réseau femmes contre britannique. Et au départ, il y avait très peu de femmes qui étaient issues de l'immigration de groupes racisés. Très peu. Enfin, je veux dire, il n'y en avait pas aux rencontres, il n'y avait pas aux activités. Et une démarche que pourtant j'en côtoyais tous les jours. Hein, je veux dire, ça faisait partie de mes réseaux. Donc voilà.
Mais je me souviens qu'à partir du moment où il y a eu la création d'un groupe entre nous, de femmes immigrantes de plein de parcours, en fait, racisées, c'était ouvert à toutes, hein, c'est juste qu'il y avait cette dynamique-là qui permettait de ramener les expériences. Heu, il y a eu un travail cet organisme francophone a pour moi été celui qui a le plus investi à ce moment-là concrètement pour soutenir des formations et quand on a eu la première présidente, enfin quand on a eu des femmes issues de ce groupe-là sur le conseil d'administration qui continuent à aller dans la gouvernance. Bah, moi, c'est ça que j'appelle du concret. C'est qu'à un moment je pense qu'on en avait parlé dans la préparation, Nelly, sur le fait qu'il n'y a pas de solution ultime qui marche pour tout le monde. Il y a pas de recette miracle. Il faut vraiment comprendre que c'est des personnes, toutes les personnes ont des histoires particulières, les communautés aussi. Et donc, ces femmes, pour moi, une femme musulmane voilée ne va pas vivre la même chose qu'une femme qui n'est pas voilée, c'est certain. Dans la manière dont on aborde une personne comme celle-là par rapport à son vécu aussi et ce qu'elle peut comprendre aussi. Mais il y a moyen de créer des ponts et je pense qu'il faut trouver ces médiatrices, enfin, ces personnes qui ouvrent des portes plus facilement et prendre le rythme qui peut être pris. Merci, Saïda. Koubra? Ouais, je dirais exactement ça, mais et en même temps, comme je ne sais pas s'il y a comme une chose spécifique ou un événement spécifique, mais quelque chose que j'ai remarqué, quelque chose que je pense m'aide beaucoup, est le fait d'en parler des choses comme qu'elles sont. Et je dis ça parce que je pense qu'il y a souvent un inconfort qui existe lorsqu'on parle des choses comme la race ou une religion ou une culture. Il y a vraiment cette idée que pour qu'on soit égaux, on doit oublier la couleur ou on doit oublier la religion, on doit oublier les choses euh, qui sont différentes entre nous. Mais pour moi, je pense que c'est très important pour moi, ces parties-là de mon identité. Alors, je pense quand les gens n'ont pas peur d'en parler, les gens n'ont pas peur de mentionner ces choses-là et de ne pas traiter ces conversations-là comme tabou, j'apprécie ça et j'apprécie le fait qu'on se sent confortable d'en parler ou qu'on veut nous rendre inconfortables pour en parler de ces choses-là. Donc, c'est très important pour moi qu'on ne cache pas cette conversation et qu'on a cette conversation entre nous. Et c'est pas bizarre de me nommer comme je le suis ou c'est pas bizarre de dire que je suis une femme musulmane ou une femme noire et musulmane. Si tu ne l'es pas, c'est pas tabou pour moi. C'est ça. Donc, j'apprécie quand c'est pas quelque chose qu'on cache, mais quelque chose qu'on en parle. Je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes parce que c'est vrai que c'est un peu dans l'air du temps d'entendre justement que c'est difficile de créer des liens, c'est des enjeux qu'on qualifie de très complexes. Il y a plein de formations, il y a plein de guides qui s'écrivent pour justement essayer d'aller vers l'inclusion. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Saïda, où au final, toi, ton cercle, il manquait pas de femmes racisées mais pourtant, tu te tournais vers d'autres organisations qui t'envoyaient moins. Comment vous expliquez ça à un niveau organisationnel, si on va là justement là, pour essayer de nommer, comme tu dis, Koubra, d'essayer de casser un peu ce malaise, ou même si c'est inconfortable, d'avoir la conversation? Moi, j'ai l'impression que la première chose, c'est la manière dont on fonctionne. Bon, moi, j'ai de l'expérience en milieu associatif depuis très jeune et dans un pays qui était quand même la France, donc il y a des règles qui sont différentes et des choses comme ça au Canada, mais je veux dire, je comprends l'implication citoyenne, l'implication directe. Et ce que je veux dire, c'est qu'on demande beaucoup aussi à des immigrants et des immigrantes. Hein. Moi, la francophonie, elle ne s'est pas bâtie en une journée. Il y a eu des combats et des luttes, des gens voilà, qui c'est historiquement aussi, et pour ensuite ouvrir des écoles francophones, accueillir des francophones de partout, des jeunes qui vont forcément se trouver leur place plus rapidement
hein, Koumra, que les parents, parce qu'ils sont à l'école, donc voilà, ils sont nés là, ils sont deuxième génération, alors que nos organismes sont faits d'une manière avec à la fois la gouvernance, ce type de gouvernance, le jargon, je suis désolée, mais il y a un vocabulaire qui va avec la manière dont on travaille. Juste avant l'atelier précédent, on parlait de planification. Bref, je sais bien que c'est pas, il faut rentrer dedans pour apprendre aussi. Et je crois que c'est un peu ça, c'est qu'il faut avoir les attentes, il faut de la bienveillance dans ce sens-là. On parle beaucoup de bienveillance, mais je pense que vraiment, il faut de la bienveillance en face de nous quand on a des gens différents. Ils ont des différences qui peuvent être aussi des atouts. Sauf qu'on n'a pas le temps d'explorer les atouts parce qu'on attend beaucoup de certaines choses. Donc, si vous ne savez pas vous exprimer, si vous n'êtes pas aux parents d'élèves, au conseil d'élèves, enfin aux associations de parents, ben, ça veut dire que vous n'êtes pas présent. Et moi, je me souviens de beaucoup de familles où les mamans avaient envie de s'impliquer. Je veux dire, c'est pas le problème, il n'y a pas le temps. Première priorité, c'est l'économique. Ensuite, il y a le rythme. Ensuite, il y a la distance. Ensuite, il y a tout ça. Dans un nouveau pays, une nouvelle culture, même ça fait 20 ans que vous êtes là, il y a toujours des choses qui diffèrent. Donc, moi, je pense qu'au fond, on a quand même des forces qui nous rassemblent, mais il faut être conscient que ça va prendre des efforts, des formations, des éléments qui sont dans la fibre même, je pense, des organismes. C'est juste que forcément, les ressources peuvent manquer aussi. Merci Saïda. Ben, justement, Koubra, toi, quand on avait fait notre petite conversation préparatoire, je trouve que tu avais nommé un élément intéressant que Saïda, justement, tu viens d'y référer, mais de connaître aussi quels sont les défis que vivent les femmes qu'on essaye d'avoir la participation, c'est-à-dire oui, de ne pas partir du principe qu'elles ne le veulent pas. Au final, non, il y a la volonté est là, mais peut-être de trouver des moyens. Puis, Koubra, je me demandais si tu voulais justement élaborer, parce que toi, en tant qu'organisatrice communautaire, tu vois des femmes en situation de grande vulnérabilité, tu parlais notamment de pauvreté, donc je me demandais si tu pouvais justement un peu plus élaborer au niveau de ces défis. Pour comment, en fait, on les prend en compte quand on veut justement aller vers l'inclusion. Oui, je pense en faisant référence à ce qu'on avait dit là, durant notre conversation pré-causerie, je me rappelle, j'avais mentionné le fait que, ouais, c'est ça, souvent, je pense à Hamilton, lorsque je suis dans la communauté et j'essaie avec l'aide de d'autres personnes dans la communauté de créer un environnement inclusif et un environnement qui favorise vraiment l'entraide et l'aide communautaire. Et quelque chose que j'ai réalisé exactement ça, c'est que il y a plusieurs familles musulmanes qui vivent en pauvreté dans cette ville. Et ce qui existe, c'est que je pense en venant au Canada, il y a déjà ces barrières-là qui existent avec la langue. Si par exemple tu parles pas anglais ou tu parles pas français ou tu habites dans une région où les gens en majorité parlent en anglais, mais toi, tu connais un peu de français, mais pas nécessairement beaucoup non plus. Il y a déjà la vie qui commence parce que, disons, tu viens ici à l'âge de 25 ans, 30 ans, tu as une famille, tu as des enfants. C'est difficile d'apprendre une nouvelle culture, premièrement, d'arriver dans un nouvel espace et d'apprendre la culture de cet espace-là, la langue, la manière de vivre, etc. Donc, il y a déjà cet délai-là qui existe, mais en même temps, comme si tu n'as pas pu aller à l'école, ou des fois, il y a des gens qui arrivent de d'autres pays et leurs diplômes ne sont pas, on ne reconnaît pas leurs diplômes ici au Canada, ils doivent recommencer à zéro. Mais en même temps, c'est difficile de faire ça lorsque tu as des enfants déjà. Et je pense que l'écart grandit de plus en plus au fur et à mesure que cette personne-là grandit aussi, et au fur et à mesure que cette personne-là développe sa vie aussi. Donc, d'une part, je pense tu apprends parce que tu es là et tu vis là pendant longtemps, mais en même temps, les choses ne deviennent pas forcément plus faciles. Parce qu'il y a déjà ces notions ou ces préjugés sur la manière dont tu parles anglais. Tu ne parles pas très bien l'anglais, on ne va pas t'embaucher, mais en même temps, tu es une femme qui vient de la Somalie, tu es une femme noire ou une femme voilée, tu connais moins. Et l'idée de la femme musulmane soumise, je pense que ça vient aussi avec l'idée que cette femme soumise-là
n'est pas éduquée, elle ne sait pas de quoi elle parle. Donc, avec ces préjugés-là, ça grandit l'écart de plus en plus. Donc, c'est ça que moi, j'observe dans la communauté. C'est très difficile de surmonter cette barrière-là parce que, ben, après un point ou après un bout, je pense qu'il y a des personnes qui lâchent, qui disent ben, c'est trop difficile pour moi d'essayer de faire ça ou d'essayer de franchir ou d'essayer d'aller travailler dans un endroit où je peux vraiment gagner assez d'argent pour payer pour ma famille. Et c'est vraiment cet esprit ou cette pensée de désespoir ou ce sentiment de désespoir-là qui existe pour plusieurs. Donc, c'est très malheureux, c'est très difficile, mais je pense en communauté et lorsqu'on est en train de faire ces campagnes-là de sensibilisation, les choses, j'espère, vont changer. On espère. Merci, Koumra. Donc, je vous rappelle, on prend les questions. Donc, si vous voulez utiliser la fonction commentaire, tranquillement, on va se diriger vers vos réactions. Donc, si vous avez des questions pour nos intervenantes, des idées à partager, des pratiques peut-être que vous avez déjà mises en place, ou vous vous dites, ah, ça pourrait être intéressant d'échanger, le clavardage est ouvert et vous appartient. Pour conclure justement notre échange, moi j'aurais une question à vous poser justement sur cette façon de prendre en compte donc, où on se situe, la diversité, le fait de déconstruire les stéréotypes, de ne pas enfermer au final les gens dans une boîte, de plutôt décider d'aller à leur rencontre, qui peut paraître une idée simple, mais qui faut le nommer, faut qu'on le nomme de plus en plus pour qu'on sache que c'est une action qu'on peut poser. Vous, justement, tu sais, Koumra, tu parles, on espère, on reste dans l'espoir. Vous, ça serait quoi votre plus grand souhait quand on parle d'inclusion, quand on parle justement là, de rejet de ces stéréotypes et quand on parle de ça dans un milieu qui est somme toute assez violent en ce moment. Donc, on a parlé d'islamophobie, mais on a parlé aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre actualité où ça ne rend pas les choses nécessairement faciles pour déconstruire ces stéréotypes-là. Donc, ça serait quoi, vous, votre souhait pour l'avenir? Pour moi, je pense que mon souhait pour l'avenir, c'est que les gens prennent le temps vraiment à comprendre que chaque personne est une personne individuelle. On n'existe pas nécessairement en groupe. Moi, en tant que Koumra Aggar, ben, je suis ma propre personne. Et l'identité ou une partie de l'identité d'une personne ne fait pas la personne en complet et ne fait pas en sorte que cette personne doit adhérer à des règles spécifiques ou des idées spécifiques que toi, tu as dans ta tête par rapport à son identité. Donc, je dirais que c'est très important de réfléchir à cela, mais aussi d'oser de poser des questions. Et je pense dans le documentaire, on en a parlé un peu, mais où vous avez parlé de cela un peu, mais c'est très important de poser des questions lorsqu'on a ces questions-là, parce que je pense avec des questions, va venir des réponses. Si tu ne les reçois pas d'autres personnes, toi, tu vas commencer à te faire des réponses dans ta tête. Et des fois, ce n'est pas toujours des bonnes réponses, plus ou moins. Donc, je pense si tu as ces questions-là, c'est très, très important de les poser, mais d'une manière respectueuse et aussi d'une manière avec l'esprit ouvert. Parce que lorsqu'on commence à comprendre que le monde est très complexe et les individus sont aussi très, très complexes, on va commencer à comprendre aussi que la réponse qu'on pense sera la même pour chaque personne de cette catégorie-là ou cette identité-là va être complètement différente d'une personne à une autre. Donc, je pense que c'est ça la grande idée, plus ou moins. C'est de poser des questions et de penser au fait que tout le monde est sa propre personne. Merci, Koumra. Saïda, des réactions? Ou ton propre espoir pour l'avenir? Moi, j'ai toujours, je ne vais pas parler trop de ma vie personnelle, mais bon, ma mère ne savait pas lire et écrire, elle ne sait toujours pas lire et écrire, elle va avoir 90 ans. Je sais que c'est pas, voilà, on est souvent l'interprète d'eux. Pour moi, j'étais l'interprète de ma mère beaucoup. Et donc, c'est quand je disais, c'est à notre francophonie, à nous aussi, d'apprendre à trouver les interprètes, pas parler à la place d'eux. Mais de permettre en fait à la personne de pouvoir s'exprimer, tout simplement de pouvoir être entendue. Donc mon grand souhait à moi, c'est toujours l'image du cercle. On peut agrandir le cercle,
Hein, on est tous, on a une place dans le cercle. Un cercle, c'est rond en plus, donc il n'y a pas de coin, on n'est pas dans un coin. Et mon plus grand souhait, évidemment, évidemment, et vous avez un atelier d'ailleurs après sur le financement, c'est que l'argent vienne avec aussi. C'est-à-dire que c'est magnifique. Je suis au Canada parce qu'il y a des immigrants qui viennent au Canada. Il y en a beaucoup qui sont dans cette réalité-là, quand même dans la francophonie aussi. Mais il faut des moyens pour soutenir des initiatives qui vont être beaucoup plus inclusives. C'est sûr que quand on n'a pas les sous, il faut être un peu créatif, mais je crois sincèrement que tout ce qui peut aider à la diversité et l'inclusion, on a besoin de ce soutien. Et je dirais que pour les femmes, c'est souvent une entrée vers la famille entière. J'ai déjà fait des documentaires là-dessus avant, et c'est sûr que c'est pas que les hommes n'ont pas leur place, mais moi je crois vraiment que les femmes ont aussi cette entrée sur la famille entière. Donc quand on arrive à rejoindre et à travailler sur l'égalité avec les femmes, on arrive aussi à ramener toute une famille à soutenir toute une famille vers la francophonie aussi. Merci beaucoup, Saïna. Sur ces paroles, je vous prierai là vraiment, ouvrez vos micros, posez des questions. On aurait un bon 10 minutes pour vos questions, vos réactions. Si vous avez vu le documentaire, vous pouvez nous partager vos impressions. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez réagir aux propos de nos deux invités. Donc, on peut y aller par... vous pouvez juste lever votre main virtuellement, puis on pourra passer au fur et à mesure. Oui, Zoé. Bonjour, je m'appelle Zoé. J'ai eu l'opportunité de voir la vidéo. C'est vraiment génial. En fait, ce que je demandais, c'est est-ce qu'on peut avoir vos informations, vos coordonnées pour vous contacter pour d'autres projets? Parce que c'est ça serait très pertinent. Merci. Moi, je dirais, il n'y a pas de problème. C'est ce que disait Koubra au début. Je pense que tu parlais de ces discussions-là qu'on est en train de faire et l'importance qu'elles ont aussi pour faire avancer cette inclusion. Oui, certainement, pas de problème. Merci. Merci, Zoé. Donc, dans le chat, on a donc Nicole qui nous dit merci de nous partager vos témoignages, Koubra et Saïda. On se doit de s'arrêter et de réfléchir à ce grand fléau et poser des gestes pour l'enrayer. Donc, on voit vraiment là cette volonté aussi de poser des actions concrètes. Guy nous dit aussi excellente discussion et sensibilisation, bien d'accord avec Koubra, de voir que chaque personne de manière individuelle ait osé poser des questions, et avec Saïda en espérant que le financement suivra. Effectivement, la question du financement reste importante pour mettre en œuvre ces espoirs. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Vous pouvez dire ces bons mots aussi à l'oral si vous le souhaitez. Là, n'hésitez surtout pas. Oui. Merci, il n'y a pas besoin de me présenter. Oui, moi j'aurais juste une petite question, un petit mot finalement, avec vos témoignages, avec tout ce qui est sorti, et pour toutes les autres femmes de couleur et racisées. Et moi, ma question, ce serait, qu'est-ce qui fait que vous avez toujours la force en fait de continuer? Parce qu'on sait que c'est fatigant, enfin c'est épuisant, je suis à bout de nerfs tout le temps. Donc, qu'est-ce qui vous anime en fait? C'est quoi votre feu qui fait que vous continuez encore et que vous prenez la peine de prendre la parole et de continuer, même si ce feu aussi nous ronge? Donc oui, merci. Excellente question. Donc, je vous laisse Saïda ou Koubra, allez-y. Je peux répondre. Je pense c'est une bonne question et je pense souvent, j'en pense souvent à cette question-là parce que c'est une question que j'ai déjà entendue. C'est une question que j'ai déjà posée aussi. Donc, je pense pour moi, c'est le fait que, d'une part, je pense que je n'ai pas vraiment le choix, dans le sens que mon identité est très visible et les questions vont venir ou les conversations doivent avoir lieu. Donc, pour moi, je pense que j'ai le devoir d'essayer de faire en sorte que notre futur, le futur de la génération qui va venir après, va être mieux que notre génération, la génération avant. Et je pense avec cette idée-là en tête ou avec le devoir-là en tête, j'essaie de lutter pour les gens comme ma petite sœur, par exemple, qui, elle aussi, s'identifie comme une jeune femme ou une jeune fille musulmane, elle a 12 ans. Et puis, je pense il y a plusieurs choses dans la société qui fait en sorte que
on doit essayer de lutter pour un monde meilleur. Et je pense qu'il y a plusieurs parties de mon identité, pas nécessairement seulement le fait que je suis une femme musulmane, mais il y a plusieurs réalités que moi je vis et que je vois dans ma communauté et que je vois ma mère ou mes tantes ou les gens dans ma communauté vivre ces expériences-là. Je pense que ça me donne cette vouloir de continuer et d'essayer de faire en sorte que la conversation se passe et d'essayer de faire en sorte que le monde soit meilleur. Donc, pour moi, c'est très important de faire ça et je pense, en même temps, je n'ai pas nécessairement même le choix. Donc, c'est vrai que ça devient taxant de temps en temps, mais je pense, quand je me rappelle que ça peut mener à un meilleur futur, ça aide un peu. Ben, c'est un peu, comme qui dirait le relais, hein. Moi, je suis très contente quand je vois et Koubra, excuse-moi, je veux pas te réduire à ça, mais tu es aussi jeune. Donc ça fait du bien, de se dire justement qu'il y a toujours une relève, dans le temps et qu'il faut pas laisser. Moi, je dirais juste une chose, c'est que parfois je me fatigue moi-même, mais je suis passée de la lutte, on va dire quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être en lutte à la construction. Alors, ce film, je ne sais même pas comment il est sorti. Je veux dire honnêtement, il s'est passé tellement de choses dans ma vie en même temps que plusieurs fois, je me disais que ce film n'irait pas jusqu'au bout. Mais il y a des gens formidables qui y ont y cru. Il y a des gens formidables, des femmes, beaucoup. Je pense qu'on est autour de 95% au niveau de la production. C'est un film féministe, hein, par l'essence, par rapport au fait qu'on est 95 femmes, 95% de femmes. Donc, il y a toujours un acquis dans ce qu'on fait, dans les projets qu'on fait. Cet acquis-là, c'était d'ajouter des femmes aussi dans la perspective de production. Mais il faut dire qu'on se fatigue et je crois que c'est normal et des fois, il faut juste avoir les personnes autour de nous pour nous rappeler pourquoi on fait, pourquoi on avance. Puis on a le droit d'être fatigué, de dire là, j'en peux plus. Il faut juste qu'il y ait des gens autour de nous qui nous donnent un peu de leur force. Et si on a souvent de la chance d'avoir des gens un peu comme nous autour. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de l'entourage et justement, ça fait partie des stratégies à mettre en œuvre, que ce soit à travers une organisation ou à travers nos proches, mais des endroits où on peut puiser cette énergie pour justement garder en tête ces changements, comme tu disais, Koubra. Et Saïda. Donc, j'aurai Nicole, puis il y a des commentaires. Donc, vraiment, vos témoignages, Saïda et Koubra, je ne sais pas si vous voyez un peu les commentaires, mais génèrent beaucoup d'intérêt et beaucoup d'appréciation aussi pour le temps que vous avez passé justement à nous partager une petite portion de vous et des plusieurs identités qui vous composent. Donc, c'est vraiment, il y a l'objectif en tout cas de parler et puis d'aller justement dans la rencontre est atteint. Donc, je laisserai la parole à Nicole pour une autre question. On aurait encore un bon 5 minutes. Merci. Merci, Koubra et Saïda. Vous êtes très inspirants, puis vous démontrez beaucoup de courage aussi. Et puis avec la persistance, vous allez y arriver, je suis convaincue. Mais comme Koubra l'a dit tantôt, il faut continuer d'avoir ces conversations-là, justement pour que les gens réalisent quelle est la réalité que vous vivez. Parce que les gens ne réalisent pas toujours ça. Et puis, il faut être ouvert à ça. Donc, je vous remercie énormément d'avoir témoigné. Merci, Nicole. Est-ce qu'il y aurait des réactions, Saïda ou Koubra, dernière réaction avant qu'on passe à la conclusion? J'ai une toute petite réaction, Koubra, je ne sais pas si tu voulais y aller d'abord. Ok, je voulais simplement dire que je saisis, moi ça fait longtemps que je me rends compte qu'évidemment tous les gens qu'on a en face de nous n'ont pas du tout le même parcours et la même compréhension de l'autre, ni de l'islam, ni des femmes. Enfin bref, ou même en étant une femme, on peut avoir vraiment une autre parcours, une autre vision de ce que les choses devraient être ou pourraient être. Et on n'a pas toujours les clés pour comprendre, les dictionnaires pour nous traduire les choses à notre expérience personnelle. Donc, je sais qu'il y a cette partie-là du travail qui peut être un petit peu difficile parfois. Mais je pense que quelqu'un a mentionné la communication dans les commentaires. Et c'est vraiment ça. Hein. Si on ne se parle pas, on ne peut pas s'expliquer. Hein. Donc, si les gens sont très, très opposés, donc trouver les moyens, les occasions de communiquer et de trouver un départ de dialogue, c'est déjà beaucoup. Koubra, est-ce que tu voulais ajouter un élément? Je pense que c'est très bien dit.
je pense que je ne veux pas me répéter non plus, mais je pense que pour moi, c'est très important qu'on ait ces conversations et que ben, j'apprécie le fait que tout le monde a été attentif à ce que moi et Saïda, à ce que nous avons dit, et toi aussi, Nelly. Alors, je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute. Mais je pense que la dernière chose que je dirais, c'est oser poser des questions. Et puis, je pense aussi, une dernière pensée, c'est ayez ces conversations-là lorsque la personne n'est pas présente aussi. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que, même, ou pas ce que une chose que je dirais, c'est que souvent, lorsqu'on est dans des expériences, lorsqu'on est dans des endroits ou des situations, qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de mauvais ou il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas nécessairement correct, on se trouve souvent à être la personne qui dénonce ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Et à un point, ça devient très fatigant, mais aussi ça devient très isolant. Donc, je pense que ça aide beaucoup lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont là pour dénoncer des choses qui se passent à des personnes qui ne sont pas nécessairement les personnes qui ne sont pas nécessairement affectées directement par ces commentaires ou par ces actions. Je pense que ça aide beaucoup lorsque ces personnes-là aient ces conversations-là et que ces personnes participent à dénoncer ces choses-là. Donc, n'ayez pas peur de faire cela. Je pense qu'une jeune musulmane comme moi l'apprécierait beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe dans votre entourage ou dans vos alentours, ça serait très, très génial d'avoir des alliés, exactement comme c'est dit, d'avoir des alliés qui aident à ce que qui aident et qui participent à créer un monde meilleur. Donc, ça, je pense que c'est la dernière chose que j'aimerais dire à propos de ça. Merci beaucoup, Koubra, et merci, Saïda. On voit la complémentarité de vos échanges. On voit aussi là les liens qu'on peut créer. Donc, vraiment, merci à tout le monde aussi pour vos questions, vos réactions. Le documentaire est encore disponible pour 24 heures. Donc, Juliane, On Connect vient de partager le lien dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder, générer ces conversations et cet appel à l'action, donc de discussion, de communication, mais aussi d'allier, et donc de ne pas toujours être en posture d'observer silencieusement, mais de pouvoir nommer aussi quand ça ne passe pas ou quand on a justement besoin de déconstruire un stéréotype qui vient d'être nommé. Donc, cet appel à l'action de Koubra et Saïda. Donc, en terminant, j'ai quelques remerciements. Donc, un grand merci à l'AFO donc pour la création de cet espace d'échange et également au mouvement des femmes immigrantes francophones d'avoir créé, donc le MOFIF, d'avoir créé cette activité, de m'avoir fait confiance également pour cette animation. Merci à Koubra et à Saïda d'avoir autant partagé, d'avoir partagé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je vous rassure, il n'y a pas, l'animal est très bien traité, hein, elle fait comme si elle n'a pas mangé depuis 3 semaines, mais ce n'est pas ça. Donc, je vous remercie vraiment pour ce moment d'échange. Là, je vois les commentaires, merci encore, bonne continuation. Le clavardage et les coordonnées vont être disponibles. Donc, si jamais vous souhaitez aussi créer des ponts avec Saïda, avec Koubra, n'hésitez pas. Donc, Juliane va pouvoir faire les mots. Puis, en terminant, je vous souhaite une belle journée remplie de solidarité, d'action. Et votre prochaine conversation, n'oubliez pas, de financement.